ce film qui nous laisse sur l'émotion. Est-ce que ça fait partie aujourd'hui d'un univers qu'on voit de plus en plus en Irlande, ou est-ce que ce film fait plutôt figure de singleton C'est certainement pas l'image traditionnelle, habituelle qu'on peut se faire de l'Irlande, la verte Irlande, les paysages verdoyants, la mer, etc. Une vie familiale, harmonieuse, etc. Le film a été écrit par Roddy Doyle, donc c'est un des plus grands écrivains romanciers irlandais contemporains, et il est très engagé politiquement. Il écrit aussi régulièrement dans les journaux, donc c'est aussi un commentateur social. Hiya, yeah, I'm looking for a room for a week, just outside. Le film se passe à Dublin, donc à l'heure actuelle, à l'heure où donc il y a une crise du logement aiguë dans ce pays. Et en fait, c'est une crise du logement qui fait suite à la crise économique de 2008, donc qui a été dévastatrice en Irlande. Donc, en fait, il y a une expression que les Irlandais utilisent pour résumer la situation, c'est the boom and the bust. C'est-à-dire le boom, ça a été donc le boom économique des années 2000, un phénomène qu'on a appelé le tigre celtique. Donc une expansion, une croissance économique phénoménale. Et puis en fait, cette croissance reposait beaucoup sur une bulle. Et donc lorsqu'il y a eu la crise aux États-Unis, en fait, les banques irlandaises se sont écroulées et l'État les a sauvés. Je voudrais vous ramener un peu à l'auteur et au film, justement. C'est dans la préparation de cette soirée, on a évoqué Stephen Frears et un film qui s'appelait The Snapper, qui était... Alors j'ai vérifié la date, et c'était en 1994, et ce film évoquait justement la déstructuration d'une famille, c'était aussi en Irlande, et on m'avait dit que justement l'auteur était le même. Tout à fait. En fait, les romans de Roddy Doyle ont été adaptés plusieurs fois au cinéma. La première fois, c'était sur un groupe de rock qui devenait plus ou moins célèbre, puis qui s'effondrait aussi, qui s'appelait The Commitments. Et donc, c'est un film très drôle. Donc, il se passait à Dublin. Et ensuite, donc, il y a eu une trilogie. Roddy Doyle a écrit une trilogie et dont 2 romans ont été déjà adaptés au cinéma, donc par Stephen Frears. Donc, The Snapper, donc l'histoire effectivement d'une fille qui tombe enceinte avec la réaction de son père, de sa mère. C'était très humoristique, très drôle. Et l'autre, c'était The Van. C'était l'histoire c'était toujours la même famille d'ailleurs, et dont le père cette fois perdait son travail et il devenait vendeur de frites justement dans une camionnette, un camion de frites, comme on voit un peu dans le film. Là, c'est vrai effectivement que là, il n'y a absolument aucun moment où on peut échapper à l'émotion. Il y a une escalade dans l'émotion. Là, on voit une famille plutôt, même si c'est une working class, comme vous dites, enfin, et elle s'en défend plusieurs fois, elle le dit. Elle le dit à son beau-frère, on n'est pas des SDF. Oui, je pense qu'effectivement, Roddy Doyle et le metteur en scène ont voulu montrer que la crise ne touche pas que justement des exclus, des marginaux au départ, que ces personnages en fait ont tout au départ pour être intégrés et qu'en fait ils ne le sont pas. C'est donc que la situation est vraiment critique. Vous parlez de tragédie, mais oui, dramatique. Is there nowhere we can go? Where? Somewhere safe. En fait, chacun est placé face à ses responsabilités, c'est-à-dire le père dit bon, moi il est désolé de ne pas pouvoir assumer sa responsabilité de père, la mère aussi par rapport à ses enfants, mais derrière évidemment c'est l'État qui n'assume pas ses responsabilités par rapport aux citoyens et qui ne leur assure pas le minimum vital, c'est-à-dire le logement. Est-ce qu'on n'est pas pris d'ailleurs un peu au piège d'une certaine forme d'individualisme, parce que finalement, dans sa dignité revendiquée de la famille, il y a le fait que on veut pas avoir recours ni effectivement aux structures de l'État, et on pense ne plus en avoir besoin, mais on veut pas non plus avoir recours à la famille, on veut pas avoir recours à tout ce qui peut déstructurer finalement cette famille, qui peut la désunir. Et effectivement, là on voit le frère du père et la mère de la mère, et c'est vrai que le frère finalement les repousse un peu. Bon, il a ses propres difficultés, l'appartement
l'appartement est petit, etc. Donc enceinte. effectivement, c'est un monde où chacun doit s'assumer soi-même, ce qui est effectivement un grand changement quand même en Irlande. Bon, c'est une situation extrême, mais bon. Je vais juste dire quelques mots. Et j'ai entendu bulle, j'ai entendu crash après, ce genre de choses. Mais je n'ai pas entendu, nulle part d'ailleurs, le mot capitalisme. Et c'est traité de façon assez intelligente, assez subtile de la part du réalisateur, mais il y a une critique du capitalisme très forte et qui nous renvoie au schéma individualiste dont on parlait tout à l'heure, je pense. C'est évident qu'il y a une conversion totale de la République d'Irlande à une forme plus, libérale, je dirais même sauvage quasiment, du capitalisme. Il ne faut pas oublier qu'une des raisons qui a sauvé l'Irlande de la crise, c'est le maintien donc de la taxe, de l'impôt sur les sociétés à 12,5%. Donc en fait, c'est une forme de dumping économique. Et ils ont réussi à attirer donc sur leur sol les sièges de Twitter, PayPal, Airbnb, Google, Amazon, enfin, etc., etc. Le paradoxe, c'est qu'il ne faut pas voir l'Irlande comme un pays qui est détourné de l'Europe et de l'Union européenne. Au contraire. Je rappelle qu'ils sont entrés en même temps que le Royaume-Uni dans l'Union européenne et ils sont, contrairement aux Britanniques, ils sont dans l'Union monétaire et depuis le début. Alors, moi, le mot liberté et libéralisme, ça me fait penser aussi à une espèce de dichotomie qui a existé en Irlande entre, d'une part, donc l'adhésion au libéralisme économique, mais en même temps une forme de conservatisme des mœurs très très importante. Et il y a eu une évolution extrêmement rapide de la société irlandaise qui est passée d'une société traditionnelle, archaïque, très, déterminée, définie par la religion, etc., à cette société libérale, individualiste, etc. Et en fait, je pense que c'est cette évolution, peut-être, il y a ces bons côtés, qui a permis aussi l'avènement, par exemple, du mariage pour tous, parce que, bon, certes, l'Irlande, comme on dit, a beaucoup de défauts, mais en même temps, a été le seul pays, je crois, le premier pays au monde, à voter, à faire adopter le mariage pour tous par référendum. Je vais juste apporter un témoignage, puisque depuis mon adolescence, j'ai gardé des liens avec des familles irlandaises, d'Irlande du Nord. Ce que j'en connais, c'est la forte mémoire des misères qui poussaient à l'émigration. Et moi, pratiquement toutes les familles que je connais ont tous de la famille, en particulier aux États-Unis, et cette mémoire de la misère, elle est très très présente, elle structure beaucoup, à mon sens, cette approche sociale. Moi je sais que des débats à n'en plus finir justement sur des choix politiques ou des choses comme ça, on vous renvoie immédiatement au fait qu'on ne meurt plus de faim, y compris encore maintenant. L'autre aspect, c'est comment toute la vie politique s'est structurée autour de Irlande du Nord, Irlande du Sud. Moi, j'avais le sentiment d'une pente vers une réunification soft, ce qui n'est plus le cas. Les tensions, là, il y a de la peur. Et la peur que ressurgissent les nationalismes. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, effectivement. Et il y avait cette tradition encore très forte de l'émigration, effectivement, donc, qui s'est prolongée jusque dans les années 80. Dans les années 80, les jeunes partaient tous. Il n'y avait pas de travail en Irlande, pas du tout. Et après la crise, les jeunes sont repartis aux États-Unis, en Australie, etc. Et bon, les peurs qui se réveillent, c'est surtout à cause du Brexit.
Hein, c'est l'éventualité d'un retour d'une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord qui raviverait les tensions, effectivement. Mais il y a un autre aspect qu'il faut aussi bien voir, je pense, et c'est peut-être un des paradoxes de l'Europe d'ailleurs, c'est que pour ces populations, principalement entre l'Irlande du Nord et du Sud d'ailleurs, le facteur de stabilité, c'est l'union. Parce que l'union permet une certaine forme de liberté. Alors, ils n'aiment pas, j'allais dire, mais tous les anglo-saxons, personne chez les anglo-saxons n'aime cette Europe de la contrainte, cette Europe de la norme, cette Europe qui va vous imposer des choses contraignantes. Mais en revanche, l'Europe de l'accueil, l'Europe de ce qui est l'ouverture du rêve, j'allais dire presque fenêtre sur le monde. Il n'y a pas un pays dans le monde où on ne parle pas une langue européenne. Donc forcément que vous avez à travers ça une envie de montrer que dans cet espace-là, les anglo-saxons dont ils font partie peuvent avoir cette liberté et un sens.